Salut tout le monde, bienvenue dans Sport Stream, ravi de vous retrouver chaque semaine dans le canapé un athlète pour une discussion en tête à tête. Devenir papa ou devenir olympien ? Pourquoi choisir après tout ? Mon invité a vécu des Jeux Olympiques de Paris complètement dingue, il va nous raconter son histoire tout de suite. J'ai le plaisir d'accueillir le marcheur Aurélien Quignon. Ça va Aurélien, tu vas bien ? Ça va ? Ouais, ça va nickel. Installe-toi. Merci. Avec la petite musique, un peu de reggaeton, là, Jessica. Il y a un rapport avec les Jeux Olympiques sur cette musique. Exact. Dans toute la saison, avec un pote, je me suis préparé au jeu et m'accompagnait à l'entraînement à chaque fois et on mettait cette petite musique et on criait comme ça, Jessica. Ouais, j'avoue qu'elle donne bien envie de danser cette musique. Tu vois. Et la musique des Jeux, est-ce qu'on l'a en régie ? On peut la mettre peut-être là, ça va peut-être rappeler un peu des souvenirs à Aurélien. La musique des Jeux Olympiques, tu la réécoutes des fois ou pas ? Ouais. Oui, quand on fait des compètes, souvent t'as le petit retour ou des événements sportifs, t'as un petit retour de ces musiques-là. Ouais. T'es nostalgique un peu ou pas toi, Aurélien ? Tu y repenses des fois à cette... Ouais, j'y repense, ouais, bah oui, forcément. Après, nostalgique, peut-être pas, mais c'est bien que ça ait eu lieu et c'est bien de l'avoir vécu. Après, c'est bien d'en garder un bon souvenir et de passer à autre chose. Ouais. On va rester tout le temps au jeu de Paris, sinon on n'avance pas. Ouais, c'est clair. Mais alors toi, en plus, ton histoire, elle a marqué les Jeux Olympiques, puisque t'as passé la nuit à l'hôpital pour assister à la naissance de ta petite fille. Et puis, Exact. juste après, quelques heures après, t'étais sur la ligne de départ pour disputer le 20 km marche. Comment va la petite famille ? Comment tu vas ? Comment va ta fille ? Comment va ta conjointe ? Eh ben, tout le monde va bien, Ouais. tout le monde est souvent malade. Ah, La ok, petite est ouais. souvent malade, du coup, on est souvent malade, plus intensément qu'elle, tu vois. Ouais. Et après, non, sinon, tout le monde va bien et tout le monde vit petit à petit comme il faut. On essaie de trouver le rythme, le bon rythme. Et on essaie de chacun trouver un peu sa place et son rythme là-dedans, quoi. La vie de jeune papa, c'est comme tu te l'imaginais ou pas, Aurélien ? Ah, c'est dur, hein. C'est dur, c'est pas du tout comme je l'imaginais. Ah, c'est plus dur. En fait, c'est vraiment toute une organisation. Et c'est vrai qu'avec le sport, le travail, tout ça, c'est compliqué de tout mélanger et de réussir à trouver un équilibre là-dedans. Et puis, tu vois, rien que le fait de partir en stage, je suis parti 3 semaines, un mois en Afrique du Sud. Quand je suis revenu, la petite, elle évolue. Elle a évolué. Ouais. Toi, quand tu rentres, tu as vachement envie d'avoir du contact, etc. Et quand je suis arrivé, j'ai voulu la prendre dans mes bras et puis elle chialait, pleurait, elle criait de partout, c'était la guerre. Pendant 10 jours, elle m'a fait la misère. Elle détestait être avec moi, etc. Voilà. Tout ça, cette petite frustration et de petites réflexions de te dire, putain, est-ce que je vais repartir en stage ? Comment je vais faire, etc. Et puis bon. Ah, justement, c'est intéressant. Devenir papa, ça peut te changer un peu ta perspective sur ta carrière, sur tes objectifs, tes priorités, Aurélien ? Des moments, ouais, tu réfléchis. Ouais. Hein. Il y a des moments où tu réfléchis, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu te dis, tu dis quoi ? Tu te dis, comme tu as dit, je partirai peut-être moins en stage, je vais peut-être affiner un peu l'entraînement. Ouais, ça, je partirai un peu moins en stage. Puis ça remet. Il faut être hyper organisé pour pouvoir réussir à tout mêler, tout mêler, tout gérer, tout coordonner. Donc, des fois, tu réfléchis. Et tu parles de ta fille et ta conjointe, elle le prend comment justement le fait que, alors elle a l'habitude, le fait que tu sois pas toujours très présent, que tu aies un mode de vie particulier aussi. Ça peut être un sujet de discorde de discorde, non, mais de discussion entre nous, de réflexion entre nous, oui. Après, non, il y a pas on s'embrouille pas, on se fait pas la gueule, etc. Mais c'est vrai que y a des fois on réfléchit, je dis, putain, je me sens pas à l'aise, ou je suis pas bien, ou c'est difficile, ou elle me dit, là en ce moment c'est difficile, etc. Puis on essaie de trouver des solutions ensemble, mais c'est un changement, c'est un sacré changement, bien plus que ce qu'on s'imaginait. Bon, en tout cas, on va revenir avec toi évidemment sur cette folle journée, la naissance de ta fille, les Jeux Olympiques. Mais avant ça, on va parler de ta discipline, la marche athlétique. Alors, c'est pas forcément une discipline que tout le monde pratique, que tout le monde connaît aussi. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à choisir la marche athlétique, à te lancer là-dedans, Aurélien ? Alors, moi, basiquement, très simplement, je l'ai fait naturellement. D'accord. Il n'y avait pas de questions, pas de doute, etc. T'es arrivé dans un club d'athlétisme ? Je suis arrivé dans un club d'athlétisme qui était à Bobigny, ça s'appelle l'AC Bobigny. Et ce club-là était licencié, est affilié à une fédération qui s'appelle la FSGT. Et dans la FSGT, en gros, tous les jeunes font toutes les disciplines. Peu importe que tu aimes, que tu n'aimes pas, que
que tu sois à l'aise ou pas dans une ou une autre discipline, tu dois faire toutes les disciplines, c'est comme ça. D'accord. Tu dois pratiquer chacune des disciplines. Et donc, naturellement, on faisait tous de la marche. Donc, par exemple, s'il y avait, je sais pas, 200 gamins inscrits à la compète, bah, on se retrouvait au départ à 200 à faire le 600 mètres marche. D'accord, ok. Donc oui, ça se fait plutôt naturellement. Je rappelle pour les téléspectateurs, Ouais, ça. FSGT, Fédération Sportive Gymnique du Travail. Exact, tout à fait. Et qui a une vocation plutôt familiale, récréative du sport et moins l'esprit compète. Et ça permet au moins de voir toutes ces disciplines, de découvrir toutes les disciplines. Et du coup, bah, je l'ai fait naturellement et j'ai eu aucun doute, aucune moquerie, aucun frein à faire de la marche. D'accord. Et après, j'ai quitté Bobigny et c'est là que j'ai compris que la marche était bizarre. D'accord, ouais. Que c'était étrange, que c'était un peu en dehors du reste. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé quand tu as commencé la marche et que tu n'avais pas de moquerie a priori? Qu'est-ce que tu as aimé dans la pratique? Gagner. Gagner. Ouais, grave. C'était cool, j'étais fort, je gagnais, je mettais un tour au deuxième. Ouais, gagner, c'est kiffant en vrai. Ouais, t'es un vrai compétiteur, j'ai l'impression. Mais dans tout ce que tu fais, dans la vie de tous les jours, t'es un compétiteur ou juste dans la marche et dans ton sport? Non, je suis mauvais joueur, compétiteur, tout ce que tu veux. Je kiffe gagner. Ouais. Mais en vrai, quand t'es jeune, c'était un plaisir, tu vois, d'être reconnu pour réussir là-dedans. Tu dis ça bien, c'est bien, etc. Non, c'est cool. Et du coup, alors après, tu l'as dit, tu as changé de club et là, tu as fait face à des gens qui t'ont dit que la marche athlétique était bizarre ou... Déjà, j'ai compris, je suis passé au CA Montreuil. Ouais. C'était un club qui n'était pas très loin pour pouvoir m'améliorer parce que je n'avais pas beaucoup progressé à Bobigny. Et en fait, à Bobigny, à Montreuil, on faisait ce qu'on appelle des triathlons. Et les triathlons tournent toujours autour des 3 mêmes disciplines qui sont en général la longueur, le 60 mètres et le lancer de poids. T'avais quel âge à ce moment-là? T'étais assez jeune, non? Ouais, j'avais entre 13 et 14 ans, quelque chose comme ça, ouais. Et 14, ouais, jusqu'à 16 ans, quoi. Et en gros, bah, du coup, c'est hyper frustrant parce que tu découvres rien d'autre que ces 3 disciplines-là. Et au mieux, le 60 mètres, à la place du 60 mètres, tu fais un 1000 mètres. Ouais. Un peu d'endurance, quoi. Et ça allait, je me débrouillais, mais j'excellais pas comme à la marche, comme à Bobigny. Et un jour, on arrive à une compétition à la fin de l'année que j'ai passée au CA Montreuil. On arrive à une compétition à Noisy-le-Sec, à côté de chez moi. Et là, on arrive et je vois de l'athlé, je vois de la marche. Et j'avais une entraîneuse à l'époque. Et à l'entraîneuse, je vais la voir, je dis putain, tu sais que ce truc-là, je sais vraiment le faire. Je sais en faire de ce truc et tout. Et, tout le monde me disait, ah non, tout le monde se foutait de ma gueule. Ouais. Je dis, je te jure, je suis genre là, je les éclate. je suis archi chaud dans ce truc-là. Je suis archi chaud. Et au début, ça se moquait un peu de moi. Et puis après, ils m'ont pris au sérieux. Et donc ça devait être au mois de juin, juillet. Et en octobre, il y a un championnat de France qui se déroulait à Montreuil. On m'inscrit du coup à ce championnat de France et j'arrive et je fais 2e. Ah oui, d'accord, ouais. Non, quand je disais que j'étais bon dedans, quand tu disais que t'allais les éclater, que c'est vrai. Pas une connerie. Et du coup, après, je me suis entraîné avec ce groupe-là. Il y avait un groupe de marcheurs à Montreuil et je me suis entraîné avec ce groupe-là. Mais là, à ce championnat, il y a un mec qui était plus âgé que moi qui a fait mon échauffement. Et il avait dit au coach, il m'a raconté ça après, il avait dit au coach après, il a dit putain, ce gamin il marche mieux que moi, alors que ça fait des années que j'en pratique et lui il a juste fait l'échauffement, quoi. Ouais, mais ça veut dire que tu avais des prédispositions assez dingues pour la discipline parce que la marche athlétique c'est très technique aussi. Ouais, c'est technique, c'est physique et faut pas mal d'acquisitions. Faut être mobile, il faut avoir une bonne coordination, une bonne mobilité, une bonne souplesse dans le geste, etc. Donc il y a plusieurs acquisitions à avoir pour pouvoir bien gérer cette discipline parce que, à la différence de la course, au final, quand se déplacer en ayant toujours un appui au sol, bah, ça demande vachement de force, vachement de coordination, vachement d'engagement. Alors que courir, c'est plus accessible. C'est ça qui te plaît vraiment? Parce que tu dis que alors, ce qui te plaît, c'est évidemment de gagner parce que tu es un compétiteur, mais ça, j'ai envie de dire gagner, bon, tu peux le faire un peu dans toutes les disciplines. Ah non, c'est chaud, hein, gagner. Non, mais quand tu peux le faire, bien sûr, quand tu peux le faire. Mais la marche, ça t'a plu parce que aussi, il y a cet aspect peut-être un peu plus technique que la course à pied?
Non, moi j'aurais bien aimé être un projet Mbappé réussi, tu vois, fini, tu vois, ça m'aurait vraiment pas dérangé, mais malheureusement non. Après, non, oui, il y a cet aspect technique qui est sympa, etc. En fait, mais c'est plutôt en raccord avec le haut niveau. Je dirais que ce qui est cool avec le haut niveau, c'est d'être capable de, quelque part, maîtriser son corps et bien ressentir son corps et les actions qu'on fait. Et ça, c'est cool, mais ça, c'est après plusieurs années, tu vois. Et de se dire, ouah, je maîtrise mon corps, je sais ce que je fais, je sais quand je lui demande quelque chose, comment ça fonctionne, connais comment par ça cœur, bouge, quoi. je me connais bien, etc. Et un peu à la Kevin Mayer, qui connaît vraiment et qui ressent vachement ce qu'il fait quand il produit un effort. Et je trouve que ça, c'est vraiment un truc d'athlète de haut niveau, de vraiment ressentir ça, c'est vraiment cool. Après, ce qui est sympa, et souvent ce qu'on va en retirer quand on est marcheur, mais c'est déjà en ayant un peu pratiqué, c'est te dire je vais marcher dans le bois de Vincennes ou dans le bois de Boulogne et je vais fumer des coureurs, quoi. Oui, parce qu'il faut préciser, tu marches à combien de... Quelle vitesse? Comme ça, sur de l'endurance, quand je vais aller faire des sorties longues qui vont durer 2-3 heures, je vais marcher à 12-13 km/h. Ouais. Et après, en compétition, je suis à 15-16 km/h. 15-16. Alors, je vous invite à aller, si vous êtes dans une salle de sport, vous allez sur un tapis, vous mettez 15-16 la vitesse. Essayez de courir à cette vitesse pendant 5-10 minutes. Vous allez voir. Ouais, c'est hallucinant. De marcher à cette vitesse-là, c'est complètement fou. J'avoue que ça doit être un kiff, de dépasser les coureurs tranquillement. Le plus marrant, c'est ceux qui se bagarrent pour être avec toi et qui au bout de 100 mètres, tu sais, ils gardent leur montre là et comme s'ils attendaient le moment où il faut faire demi-tour et après ils font demi-tour, ils font style ah non mais là moi c'était fini. Et quand tu dis là, même encore maintenant que tu fais de la marche athlétique, de gens, peu importe qui, c'est quoi les réactions, la plupart des réactions? Je suis assez sûr de moi et je suis assez confiant. Donc il n'y a pas trop de moquerie, il n'y a pas vraiment de moquerie. Après, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser. Après, des fois, tu peux avoir vachement de respect des gens et qui sont impressionnés. Et c'est souvent le cas d'ailleurs. Et après, au mieux, on te dit « Ah ouais, attends, mais c'est quoi? C'est le sport où on roule un peu du cul, etc. » Je dis « Ouais, voilà, exact. » Ouais, bah oui, c'est ça. Le sport, on roule du cul. Ah, parce que je crois que c'est Johan Diniz qui disait que lui, il avait subi pas mal de moqueries pendant des séances d'entraînement où tu vois des gens qui le pointent un peu du doigt, qui rigolent quand ils le voient marcher. Ça t'est arrivé, toi, ça, des oui, choses comme ça? Ouais, ça peut arriver. C'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver. Après, au moins, on est visible. Ouais. C'est au moins, les gens ils reconnaissent, ils savent ce que c'est, etc. Et comment convaincre, alors, tu vois, les jeunes qui arrivent dans des clubs d'athlétisme? Moi, je sais que j'ai fait un peu d'athlétisme. J'avais pas forcément envie de faire de la marche, tu vois, parce que comme tu le dis, au début, je me disais, bah, j'ai pas envie de faire ça, ça me paraissait un peu, pas un peu démodé, mais tu sais, c'était pas le truc que j'avais envie de faire, quoi. Comme beaucoup qui arrivent, qui font de l'athlétisme. Ouais. Comment convaincre les jeunes athlètes à pratiquer la marche athlétique? Bah, déjà simplement parce qu'en gros, quand tu arrives et que tu as 6 ans, c'est pas toi qui décides ce que tu fais. Ouais. Donc en vrai, donc un peu comme en FLGT, en gros, tu t'inscris à l'athlétisme et tu viens découvrir toutes les disciplines. Et tu apprends à les aimer, à les apprécier. Et après, tu vas peut-être trouver une discipline qui finalement te dit bah oh non, j'aimerais pas faire ça. Tu te dis putain, mais en vrai, je suis doué dedans. Et je kiffe en faire et je kiffe les sensations, le moment. Je kiffe être avec ce groupe-là qui pratique cette discipline, etc. En gros, les faire essayer, quoi. Bah, t'essayes, quoi. En gros, t'as pas le choix. Tu t'inscris à l'athlé. C'est comme si au judo, tu me disais ouais, mais j'aime pas cette technique, je veux pas le faire. Bah ouais, mais en gros, tu t'inscris au judo, donc tu fais du judo. Tu choisis pas. Là, l'athlé, c'est pareil. En gros, quand tu es jeune, tu viens, tu découvres de tout et après, tu apprécies. Ce qui est. En vrai, c'est souvent. Tu sais, quand tu es gamin, en gros, t'aimes ou t'aimes pas aller à l'école, tu vas à l'école. Et après, tu kiffes en fonction de l'ambiance, du prof, de la maîtresse, du maître, etc., de tes copains. Et tu viens découvrir plein de choses et tu viens apprendre plein de choses. Et en gros, l'athlé, c'est pareil. C'est un sport. Je sens t'arriver, t'inquiète, c'est un ballon derrière. Ah ouais. En gros, l'athlète, tu viens, tu découvres plein de sports et tu viens apprécier chacun des sports et tu viens te découvrir dans chacun des sports et c'est tout, basta. Ouais, ce qui est pas mal aussi pour la marche, les souvenirs de clubs, c'est les interclubs. Ouais, exact. C'est une compétition entre différents clubs, il y a un classement à la fin. Et il doit y avoir un athlète engagé sur un ou deux, je crois deux même, sur chaque discipline. Exact. Ce qui fait que quand tu es dans un petit club, il y a forcément des disciplines où il n'y a pas d'athlète engagé sur certaines disciplines de l'athlétisme, dont la marche athlétique. Donc je sais que moi, je me suis retrouvé une fois à faire la marche aux interclubs. Mais ça peut créer des vocations aussi. Ouais. Putain, tu t'y connais, hein?
Bah, j'en ai fait calé un un petit peu, peu, hein. tu vois, mais après, bon, la marche athlétique, je t'avoue que j'ai essayé 2-3 fois, c'est quand même ultra technique. C'est pour ça que c'est assez intéressant et hallucinant de t'entendre dire que tu as commencé en fait la marche sans trop savoir, même la technique et tout ça, le tout à déroulé fait. du pied, etc. Exact. Et tout de suite, tu fais des résultats, quoi. Ouais. Mais ça se passait comment? Tu y allais un peu comme un bourrin au début Non, ou non, t'as tout de suite acquis la technique? Ouais, j'étais bien, enfin, j'ai pas réfléchi. Ok, J'ai pas eu besoin de réfléchir, j'étais à l'aise et je l'ai fait, quoi. c'est dingue ça. Et Ils devaient ouais, halluciner, ceux qui ont pratiqué depuis longtemps, de te voir arriver un peu tel un ovni. non. Ouais, je sais pas s'ils ont halluciné, en tout cas. Moi, je suis venu, j'ai kiffé, j'en ai fait et basta. Trop bien. Ouais. Non, mais après, en vrai, c'est simple et c'est pas simple, mais en vrai, c'est assez simple. Et en fonction de qui t'encadre et de l'ambiance qu'il y a et de l'ambiance que tu vas retrouver dans le groupe, etc., tu vas plus ou moins kiffer. Moi, tu vois, par exemple, dans mon club, à l'EFCVO, et là où je m'entraîne et là où j'entraîne, à Sannois-Saint-Gratien, dans le Val d'Oise, les entraîneurs de jeunes font pratiquer toutes les disciplines, dont la marche. Donc les jeunes, ils ne sont pas choqués de faire de la marche, ils en font un peu tous les jours. Enfin, un peu à chaque entraînement, ils en pratiquent un peu sur des gammes, sur des jeux, sur des activités. Et après, du coup, moi, quand j'encadre un groupe de marche au club, j'ai les jeunes qui trouvent leur intérêt dans cette discipline, qui sont à l'aise, qui réussissent bien, bah, ils kiffent et ils restent. Et au final, ça fait un groupe, on est une petite dizaine, un peu moins d'une dizaine, et qui évoluent bien et qui kiffent être ensemble. Après, à un moment donné, tu fais du sport, plus forcément pour le sport, mais tu fais du sport parce que tu as ton groupe de Bien sûr. potes, tu sais que tu vas t'amuser, tu vas vanner, tu vas raconter ta sale journée ou ta bonne journée, etc. Tu vas pour le plaisir. Ouais. Et au final, quand tu es plus âgé, tu fais du sport plus pour ça. Ouais, c'est vrai. Tu fais du sport pour être en forme, mais tu fais du sport pour aller retrouver les copains, vider ton sac, aller te plaindre de ta femme, tes enfants, ton Ah, travail. ça sent le... Non, tu le fais pas, tu le fais Non, pas, mais- j'espère. Non, ça va. Non, mais après, t'as raison sur tout ce que tu dis. Après, voilà, la marche athlétique, on le sait, ça c'est une réalité que ça n'a pas la même visibilité que d'autres sports, même au sein même de l'athlétisme. C'est quelque chose qui t'agace parfois, qui peut être un peu démotivant ou... Ouais. Ouais. Bah ouais. Je fais 9e et en cours d'être 8e au jeu et j'ai pas signé un contrat à 800 000 euros par an, tu vois. Moi j'aurais bien aimé, hein. Ouais. Parce que par contre, moi j'ai fait 8e des jeux. Et j'ai pas du tout 800 000 euros. Genre j'ai pas 600 000, j'ai pas 400 000, j'ai pas 200, j'ai pas 20 000, j'ai pas 10 non plus, tu vois. Ah, c'est dingue. Tu penses que, on en reparlera tout à l'heure, mais s'il n'y avait pas eu cette histoire aussi, enfin cette très très belle histoire avec la naissance de ta fille, la course quelques heures après, on aurait quasiment pas du tout parlé de toi après les Jeux ou... Moi j'aurais fait de médaille. Non mais tu vois, c'est aussi une réalité, on parle de visibilité dans le sport, mais Ouais. est-ce que tu penses que tu serais passé un peu inaperçu? C'est une vraie question. J'aurais été dans la masse. Ouais. Ouais, j'aurais été dans la masse. Ouais, sûrement. Sûrement. Après, l'année d'avant à Budapest, ça avait très bien commencé, etc. Donc j'arrive à avoir pas mal de lumière autour de moi. J'ai fait pas mal de reportages avant les Jeux, etc. Et pas mal d'émissions. Donc, mais c'est vrai que Charlie, clairement, m'a mis en lumière, en tout cas, Ouais. moi, et puis du coup, ma discipline, la marche. Donc, au final, peu importe, tant mieux Oui. que la marche continue après Johan à avoir de la lumière, que ce soit moi ou par d'autres athlètes, parce que je ne suis pas le seul, on était quand même 5 à être qualifiés au jeu et ça fait partie des disciplines fortes de l'athlétisme français en tout cas, avec des jeunes qui sont médaillés dans des championnats jeunes, etc. Donc que ce soit moi ou un autre, la marche gagne en visibilité, elle est de plus en plus forte et de plus en plus reconnue et il faut que ça dure, quoi. On parle de la visibilité, on peut aussi parler de l'aspect financier. Tu t'en vis pas, hein, Aurélien, de la marche, donc tu dois cumuler aussi des emplois. Tu es entraîneur, tu l'as dit, tu es jardinier à côté. Ouais, ça fait 3 emplois finalement, athlète, entraîneur, jardinier, plus papa, mais ça voilà, c'est ta vie maintenant de tous les jours. Comment tu fais pour trouver un équilibre là-dedans, pour pas être trop débordé? Ouais, c'est chaud. Ouais. Ouais, c'est chaud. Non, c'est chaud, je galère. En plus, j'ai tendance à tout le temps dire oui, donc à souvent dire oui, en tout cas à être positif sur pas mal de choses et à encourager pas mal de démarches. Donc, ouais, non, c'est galère. C'est galère. Des fois, je m'en sors pas. Des fois, je suis KO. Des fois, j'ai du mal à tout gérer. Mais voilà, après, j'ai l'habitude, je fonctionne pas mal comme ça. Et voilà. Mais en tout cas, ouais, non, c'est chaud. Tu le savais en te lançant dans la marche athlétique que de toute façon tu devrais mener cette vie-là si Non. tu voulais en faire? Non, Ah ouais, c'était pas aucune une question idée. que Ouais, tu te non. posais.
D'accord. Franchement, non. Tu l'as découvert. Ouais. Ok. En fait, plus tu deviens fort, plus tu te rends compte des décalages avec les autres. Tu te dis, mais je comprends pas, j'ai le même niveau que lui, et lui, il va avoir plein de marques qui l'appellent, etc. Et finalement, moi, je suis aussi fort, ou des fois, je suis plus fort que lui, et on ne m'appelle pas. Pourquoi il n'y a pas d'agent qui me contacte? Pourquoi il n'y a pas de marque qui nous contacte, etc. Puis tu te rends compte qu'il y a un sacré fossé qui est gigantissime, tu vois. À un moment donné, 800 000 euros, tu vois, c'est notre marqueur le plus haut. Il y a un décalage qui est immense avec la vie, mais pas seulement des marcheurs, des lanceurs. Il y a d'autres disciplines dans l'athlé qui ont du mal, qui ne sont pas mis en lumière. Alors que concrètement, ça fait partie des disciplines fortes. Tu vois, souvent, je ne vais pas te faire de tort ou autre chose, mais par exemple, il y a une volonté depuis longtemps à la fédération de mettre en avant et de promouvoir et de soutenir, par exemple, les relais. Et mais c'est pas possible. Comment on peut monter des collectifs, financer des gens, financer 8 personnes, 6 personnes, alors que ça veut dire que les autres disciplines, parce que potentiellement il y a moins de chances de médailles, elles sont moins financées. Ouais. Alors que finalement, il n'y a pas eu plus de médailles au relais que dans les autres disciplines. Oui, c'est clair. Il n'y en a pas Non, eu. c'est clair. Donc l'investissement, il est aussi nul pour une médaille que pour des athlètes individuels au final. Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses comme ça que tu regrettes, que tu comprends pas, et des fois ça peut saouler, des fois ça peut aider à abandonner, tu vois, à un moment donné quand tu es jeune et que tu passes dans des catégories où il faut réfléchir une fois que l'école est finie, poursuite d'études, pas poursuite d'études, aller au travail, etc. Et en gros, la réflexion, elle est beaucoup plus simple à se faire quand tu gagnes zéro et qu'à l'inverse, la discipline te coûte de l'argent. T'inscrire dans des courses, aller dans des meetings, faire des stages, etc. Ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent, et tu te dis, je dépense tout cet argent-là pour rien. Enfin, pour le plaisir de dépenser. Pour ta passion, quoi. Ta passion. Et derrière, tu n'as pas de retour financier, je te parle. Tu n'as pas un moment, une compensation qui pourrait te faire perdurer. Et je te parle d'athlètes de haut niveau, hein, je te parle d'athlètes qui font de l'équipe de France, etc. Des athlètes qui font de l'équipe de France, à un moment donné, le choix se dit, moi je vais aller travailler, puisque ça me coûte plus que ce que ça me rapporte, puisque ça me rapporte rien. Toi, c'est vraiment ça. La marche, quand tu fais des compétitions, ça te rapporte Non. Ça te rapporte rien du tout. Des fois, tu fais des meetings qui s'appellent le World Tour Marche Athlétique. Donc l'équivalent de la Diamond League, tu vois la Diamond League en plus haut athlétisme. niveau de compétition en athlétisme. Dedans il y a quelques disciplines qui sont mises en lumière et donc qui ont un gros financement. Il me semble que quand tu gagnes une course de la Diamond League, c'est 20 000 euros. Moi, quand tu gagnes une des courses du World Tour, déjà, tu n'es pas invité. Tu payes ton déplacement, tu payes ton inscription à la compétition, tu payes ton hôtel. Tu payes ton hôtel Tu payes tout, quoi. Ah oui. Et une fois que tu as tout payé, si tu gagnes, il y en a pas mal où tu gagnes 1 000 euros. Oui, donc au final… Ça ne compense même pas tout l'argent que tu as dépensé pour aller faire cette compétition. Tu payais ta compétition, quoi, en fait. Tu gagnes et tu n'as même pas remboursé les frais que t'ont coûté d'aller à cette compétition, qui est le plus haut meeting, le plus haut niveau de compétition en marche. Ouais, c'est quand même… Et comment tu fais toi-même pour t'entourer? Enfin, tu as un coach, je suppose que tu as peut-être un prépa physique, un préparateur mental, j'en sais rien. C'est des gens… Tu peux pas les payer du coup, comment ça se passe? Non, souvent c'est du bénévolat, c'est des rencontres, des relations, partage de l'amour de ce sport en fait, partage l'amour du sport, d'aller chercher la plus haute performance, le dépassement de soi, voilà, c'est des valeurs, et c'est des gens qu'on retrouve sur les mêmes valeurs, sur ce partage de valeurs ensemble, et ils savent que derrière, oui, il n'y a pas d'argent, mais on partage une aventure commune, on partage des moments communs, des échecs, des réussites, etc. Et puis, c'est ce qui fait que ça accroche. Et après, derrière, c'est à la différence des relations basées un peu sur l'argent, c'est des relations qui vont rester sur plusieurs années, etc. C'est vraiment des relations proches. C'est spécifique à la France, ça? T'as des nations où les marcheurs vivent de leur discipline sans aucun problème? Sont beaucoup plus reconnus. Oui.
Ouais, c'est spécifique à la France. Après, tu vois, par exemple, c'est pareil, tu vois, on va cracher dans la soupe, mais la Fédération française d'athlétisme organise le meeting de Bercy, de Paris-Bercy, Paris Accor Arena. Ouais. Voilà. Le meeting de Bercy. Et le meeting de Player Bercy, c'est un spectacle qui dure 1h30, en gros, 2 heures, où il y a 3 disciplines qui se battent en duel. Sur l'athlétisme, c'est une quarantaine de disciplines. Bien sûr, mais tu sais, ça en revient à ce qu'on disait au départ. Presque tout le temps les mêmes disciplines qui sont mises en avant. Donc, en gros, le fossé qui est créé, il est encouragé par ceux qui organisent et ceux qui régissent notre sport. Tu me dirais, un mec, il est milliardaire, il kiffe, je sais pas moi, il kiffe le lancer de marteau, il met tout l'argent dans le lancer de marteau, il crée des meetings de lancer de marteau. Ça, c'est son choix. Mais quand ta fédération, qui au final s'en fout que quelque part tu fasses son but, c'est pas de mettre en avant le 100 mètres, le machin, c'est de mettre en avant l'athlétisme, peu importe la discipline. Ouais. Quand tu dis qu'une organisation, que ce soit ma fédération ou la fédération internationale, elle met en avant que certaines disciplines, bah, c'est super frustrant. Tu vois, quand tu entends à un moment donné, il faudrait supprimer telle discipline parce que, tu vois, je sais pas, dans les sauts, il y a trop de disciplines, il faudrait supprimer, je sais pas, le triple saut ou le saut long. Oui, c'est complètement. Parce que juste, d'après eux, c'est pas assez médiatique. Ou d'après eux, ça manque de spectacle. Ça, c'est en vrai de retirer le karaté, par exemple, pour du breakdance. Voilà, il y a une logique, on ne se concentre pas que sur le sport en lui-même. Mais tu vois, on en parlait au début, je te posais la question, comment donner envie aux jeunes aussi de pratiquer la marche athlétique, mais ça en fait partie. Quand la Fédé décide de mettre en avant des disciplines plus que d'autres, les gamins qui découvrent l'athlétisme, ils le découvrent à travers ces disciplines-là, à travers ces athlètes-là. Si tu mets plus en avant la marche, les gamins vont s'attacher à des marcheurs, à des marcheuses, ils vont s'identifier à eux, à elles, et vont avoir envie de pratiquer. C'est ça, exact. Ouais, exact, c'est vrai. Après, ce qui est difficile, c'est qu'on a un sport avec énormément de sport à l'intérieur. Ça, c'est vrai que ça peut être compliqué, mais c'est vrai que, ouais, clairement, si demain il n'y a plus de foot à la télé, plus personne ne fera du foot, en tout cas beaucoup moins. Si plus personne demain parle de sport à la télé, de foot à la télé, et que, je sais pas, on dit que c'est le curling qui prend toute la place, le curling deviendra sûrement le sport numéro 1 dans 10 ans, 15 ans en France. C'est juste une histoire de montrer ces disciplines-là, de montrer ce sport. Alors, c'est vrai qu'en France, on peut pratiquer, et c'est une des forces en France, comparé à beaucoup de pays. Tu vois, on peut comparer avec le sport aux États-Unis. En gros, le sport aux États-Unis, soit tu es universitaire et tu es bon, t'en fais. Très élitiste. Et une fois que l'université c'est fini, il n'y a pas de sport, ça n'existe pas. Il n'y a pas de club d'athlétisme, il n'y a pas d'autres clubs, il n'y a pas de club de foot, il n'y a rien. Si tu n'es pas bon en université, et derrière ça, à 40 ans, tu ne fais pas de sport, à 60 ans, il n'y a pas de sport. En France, on a une autre logique où tout le monde peut faire du sport. Et finalement, tous les sports sont mis en avant et il n'y a pas... Et après, il y a certains sports qui prennent toute la lumière. Oui. Mais voilà, c'est un peu la difficulté, tu vois. Après, nous, le sport en France, c'est gratuit. Quand je pars en stage en Espagne, le sport, c'est payant. Quand tu pars en stage, tout est payé pour... Non, moi, je paye. Ah oui, ouais. Même en stage? Ça dépend les stages. Il y a les stages perso et les stages organisés par la Fédé, où des fois, tu payes une partie, la Fédé paye l'autre, etc. Mais... non, mais en gros, ce que je veux dire, moi, je reviens de stage à Séville. Quand tu vas aller dans le stade, tu payes 4 € l'entrée. Non, mais tu vois, en France, ça n'existe pas. Ah ouais, oui, c'est clair. Nous, on a le libre accès, ça paraît un peu lunaire. Nous, c'est libre accès. C'est une autre réflexion, un autre schéma. Et ça réduit l'élitisme, ça favorise plutôt la pratique amateur en général, ça réduit l'élitisme, mais après, ça crée en plus des fossés entre certaines disciplines, puisque y a peu d'argent et du coup, l'argent est mis sur très peu de disciplines. Et cette situation-là, tout ce que tu me décris actuellement pour la marche athlétique, ta discipline, ça a pu te miner des fois? Tu as eu des moments où tu t'es dit, allez, c'est bon, vas-y, j'arrête tout. Ouais, à un moment, j'étais à l'INSEP, c'est l'Institut, c'est un centre d'entraînement de haut niveau, le plus haut niveau français, c'est le plus grand centre sportif français. Et c'est vrai qu'à l'INSEP, après, quand tu arrives autour des 20 ans, 23 ans, et tout le monde a une réflexion de se dire, bon, ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que continuer
quel est le décalage? Est-ce que ça me rapporte suffisamment? Est-ce que ça me coûte beaucoup trop cher? Est-ce qu'il vaut mieux que j'aille au travail? Est-ce que juste en gagnant le SMIC, 1200 euros par mois, c'est suffisant? En gros, est-ce que gagner 1200 euros, c'est déjà gagner beaucoup plus que ma pratique? Et dans ce cas-là, bah ouais, je vais réfléchir à arrêter. Ouais. Et avec des potes, pas forcément de la marche, hein, mais avec des potes de toutes les disciplines, ouais, c'est à cette réflexion, quoi. On se dit, des fois on se pose, on se dit, bon, bah je crois là, c'est mieux d'arrêter. Hein. Tu vois, Et c'est quoi après? C'est la passion qui reprend le dessus et qui te fait changer d'avis en disant en fait je veux continuer à marcher parce que j'adore ça et je pourrais pas m'en passer? Oui et non. Ouais, à un moment donné où je me posais vraiment cette réflexion et puis tu te dis, bon allez, on va jusqu'à la fin de cette Olympiade-là. Et la fin de cette Olympiade-là, c'était les Jeux de Tokyo. Mais j'étais vraiment très proche de faire les grands championnats. J'échoue à plusieurs reprises, je suis non sélectionné, etc. Et non retenu en équipe de France. Donc j'échoue à 2-3 reprises. Et puis finalement, je sens que je passe des caps et que, voilà, et que ça va le faire. Et finalement, ça va le faire. Mais c'est vrai que si tu enchaînes blessures, difficultés, et que tu sens que ça va vraiment pas le faire, bah ouais, après, tu vas discuter avec 2-3 potes et la réflexion finale va être de dire arrête et va taffer, quoi. Bon, en tout cas, tu as bien fait de continuer, on peut j'ai se bien le fait dire de maintenant, continuer. parce que tu as disputé Ouais. tes premiers Jeux Olympiques Grave. à Paris. Devenir olympien, ça représente quoi pour un athlète, pour un marcheur plus spécifiquement? Euh, Les Jeux, Finalement- c'était le Graal pour toi? C'était le rêve absolu, Aurélien? Non, non. Non. Non, non, non. Non, non, le rêve absolu, ça a été. C'est plutôt d'avoir fait tout ce que j'ai fait avant, dont les Jeux. C'est tout ce que le sport et la pratique du haut niveau m'a apporté dans ma vie. Faire le Graal, enfin, faire les Jeux, on est 500, 450, 500 à avoir fait les Jeux. En France, c'est un tout petit nombre, mais au final, au prochain jeu, il y aura 500 personnes qui vont de nouveau faire le jeu et ainsi de suite. Et c'est plutôt l'aventure et tout ce que ça m'a apporté qui est le plus important. Et après, c'est le Graal au niveau sportif. En vrai, tu vois, j'ai fait 2 fois les championnats du monde. J'ai pas de concurrents supplémentaires au jeu. Il n'y a pas de nouvelles planètes qui se rajoutent. Il n'y a pas de nouveaux pays. Il y a même certaines disciplines où les Jeux, sur le papier, sont moins compliqués, moins durs que des championnats du monde ou des championnats d'Europe. Ouais. Et c'est l'ampleur de l'événement qui fait que ça devient... Ouais, c'est ça. La vraie différence, elle n'est pas en fonction de la compétitivité des autres, puisque tout le monde, que ce soit un championnat du monde, Europe ou au jeu, tout le monde veut gagner et ça, tu ne le retires pas. Et la différence au jeu, c'est que c'est hyper médiatique, ça a une puissance médiatique qui est beaucoup plus forte et du coup, tu as une pression qui est plus forte et tu as un engagement qui est peut-être un peu plus fort. Après, la grande différence, c'est que c'est une compétition à part dans son modèle. C'est vraiment à part dans son modèle. On vit en vase clos, mélangé à toutes les disciplines, à tous les sports. C'est autre chose. C'est la grande fête du sport, quoi. Ouais, c'est un peu dur, enfin un peu gros de dire ça, mais le monde s'arrête un peu pour suivre autour les du Jeux. sport. Tu vois. Ouais, c'est vraiment différent. Tu as vraiment quelque chose de différent. Et même nous, dans notre système, on ne dort pas à l'hôtel, on ne dort pas juste l'équipe de France avec l'équipe de France. Tu vis avec tout le monde, avec l'ensemble du sport français, avec l'ensemble du sport mondial. Vous allez tous manger au même moment, au même endroit. On vit tous ensemble, vraiment. C'est vraiment différent. C'est vraiment ça qui est différent. Tu sais, je suis tombé sur un article dans le journal L'Équipe où tu as dit le jour de la compétition, je vais tout donner, mais en vrai, faire dernier des Jeux, il faut bien un dernier. Moi, ça ne me dérange pas d'être le con des autres. J'ai trouvé ça assez drôle comme approche. Non, c'est vrai. On a grave. En vrai, franchement, je suis à fond là-dessus depuis toujours. En gros, toute la lumière est sur les plus forts, donc sur les médaillés, etc. Mais en gros, tu fais dernier des Jeux. T'as fait les Jeux, quoi. Oui, c'est clair. Même tu fais dernier, mais en vrai, qui a fait les Jeux? Tu vois, t'es le plus nul de tous les forts. C'est vrai. De tous les mecs qui sont super forts. Il y a peu de gens qui ont fait les Jeux, il y a peu de gens qui sont en équipe de France, qui font l'équipe de France, il y a peu de gens qui vont vivre ces émotions-là, qui vont vivre cette pratique, cette culture de haut niveau, de la performance, etc. C'est une vie incroyable. C'est une vie folle, incroyable, totalement fausse,
irréel, mais incroyable et ça te fait grandir et c'est Pourquoi quelque tu chose dis, d'énorme. je le sais pourquoi, mais j'aimerais que tu l'expliques, pourquoi tu dis totalement faux, si irréel, cette vie que tu mènes quand tu es athlète de haut niveau? Bah, elle est fausse. Ouais. Tu peux détailler un petit peu? Bah, elle est fausse parce que quand je pars en stage, quand on est parti en Afrique du Sud, tu as 10 kinés qui viennent, tu as 2 médecins, tu as un ostéo, tout le monde tourne autour des athlètes de haut niveau et tout est fait. T'es assisté, quoi, un peu. T'es assisté, tout est fait autour de toi pour t'amener à être le plus fort possible et il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a des côtés frustrants, etc., comme on en parlait juste avant. Mais il y a beaucoup de choses qui sont faites pour t'aider le plus possible à être hyper performant. Mais tout ça, c'est faux. Le jour où ça s'arrête, t'es plus personne. Il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau d'ailleurs qui ont beaucoup de mal Bah oui, oui. à gérer leur après-carrière parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne savent quasiment rien faire des choses de la vie de tous les Ouais, jours, ouais. à manger, gérer Ça. de l'administratif, Et puis, plein d'autres choses. Tu vois, à l'INSEP, parce que c'est un centre magnifique, tu as l'école directement dans l'INSEP. Tu sors en caleçon claquette, tu descends 2 étages, tu es en cours. Ouais. Tu sais, ça existe nulle part, ça. C'est clair. Il y a des gens qui font le ménage tous les jours dans ta chambre. Tu peux avoir une plus ou moins grande chambre. Tous les jours, il y a quelqu'un qui fait le ménage dans ta chambre. t'es déconnecté un peu qui de la change réalité, ta ouais. couette, qui lave. Tu vois, c'est un truc de ouf. Et tu as des gens qui font à manger tous les jours pour toi. Alors, t'aimes pas, mais il y a des gens quand même qui font à manger pour toi. Tu as un centre médical. Dis-toi que, je sais pas, pour quelqu'un de lambda, tu te casses quelque chose, tu prends rendez-vous. Ouais. euh, Tu vas aux urgences et t'attends je sais T'attends pas des combien de heures et des temps. heures. Moi, je le vis avec ma naine, là. Tu vas aux urgences, t'attends 9 heures et tu demandes si c'est normal d'attendre 9 heures et on t'explique, oui. bah ouais, et qu'il y a même des chances que t'attendes encore un peu plus. Mais ce qui est ouf, c'est qu'à l'INSEP, je vais faire une IRM. Donc si tu prends rendez-vous sur Doctolib, tu vas attendre des mois et des mois. Moi, je descends, j'ai un petit doute sur il pourrait y avoir quelque chose. Je descends, je demande à avoir un rendez-vous IRM, je l'ai dans la demi-heure. Ah ouais. Ça, c'est irréel. C'est Ça clair. n'existe pas. Tu vois, sans cette vie d'athlète de haut niveau, j'aurais jamais voyagé dans autant de pays, j'aurais jamais rencontré autant de monde, discuté avec des gens qui ont des réflexions totalement différentes, qui ont une vie totalement différente. Mais tout ça, sans le sport de haut niveau, bah, j'aurais jamais pu vivre tout ça. Et quelqu'un de normal ne vit pas ça. Dans la vie normale, tu vis pas ça. Et ce que je dis qui est irréel, c'est le jour où ça s'arrête, bah ça c'est fini. Il n'y a personne qui t'appelle. Ouais, Aurélien, tu vas bien. Alors pour la saison, on prévoit tel stage, tel stage, tel stage. T'as besoin de quoi, etc. Ça n'existe pas. C'est quelque chose que tu redoutes, c'est un peu, quand ça s'arrêtera, justement? Non. Et ça, par contre, à l'inverse, je pense que c'est vachement difficile dans les sports où tu as vraiment l'impression d'être une star et que tu te rends pas compte en fait que tu es une star et que tout ça c'est réel. Je te jure qu'un marcheur, il n'y a pas de problème. Oui, ça va, tu comprends très bien le fais chemin pas arrêter dans la rue. le chemin du travail, etc. C'est même pas une question d'arrêter dans la rue, tu sais que de toute façon tu taffes, que tu toi, es en t'es train de connecté quand travailler, même à la réalité. t'es connecté à la réalité, il n'y a pas de déconnexion. Tu sais ce que je te disais que je suis parti en Afrique du Sud, il y a des gars m'ont dit ouais, bah Aurélien, pourquoi tu n'as pas ramené ta femme et ta fille? Je dis mais parce que tu sais combien ça coûte d'aller en Afrique du Sud? Ma femme elle travaille, ma fille elle va à la crèche, c'est pas... Je suis pas Usain Bolt, quoi. Quand tu dis ça, ces personnes qui te demandent ça, elles l'entendent ou elles se disent que c'est lunaire et... Non, je sais même pas. Ouais. Déjà, la question, elle est lunaire. Oui. Donc, enfin, moi, pour moi, dans ma vie à moi, déjà, la question, elle est lunaire. Donc non, ça sert à rien d'aller expliquer ça. Justement, parlons-en de cette vie, cette nouvelle vie qui s'est donc créée pendant les Jeux, juste avant ton épreuve, donc ta petite fille, Charlie, qui naît. Et puis quelques heures après, tu es sur la ligne de départ. On parle souvent d'endurance dans ton sport, la marche athlétique, mais cette nuit-là, on peut dire que c'est une autre forme d'endurance émotionnelle, Aurélien. Ouais. Ah, exactement. En plus, tu as raison. C'est vraiment de l'endurance, ça a été vraiment de l'endurance émotionnelle.
parce que je te dis ça parce que bon, tu sais, tu sais ou je sais pas si tu as des enfants ou pas. En gros, Non, c'est pas encore. Enfin, je dis pas encore. Pour l'instant, c'est pas prévu du pour tout. le moment, c'est pas prévu. T'as raison, ne prévois pas. Voilà. C'est une grosse galère. Mais en gros, ouais, c'est vraiment de l'endurance émotionnelle parce que c'est hyper fort de devoir naître quelqu'un et de voir sa femme en train de donner la vie réellement, concrètement, parce que je trouve que pour les pères, c'est pas très concret. Tout le reste avant, c'est pas hyper concret. Toi, t'as aucune sensation, il se passe rien. Ouais. Ta vie, elle continue. Voilà quoi, t'as lâché tes spermatozoïdes, ça s'arrêtera à fin. Et, C'est bien résumé. mais c'est vrai que toi, physiquement, il se passe rien. Quoi. Ouais. Tu vis pas la chose de la même manière. Et tu vois qu'il se passe quelque chose, mais toi, tu le ressens pas, tu le vis pas. T'as pas cette connexion. Et de mon point de vue. Hein. Et par contre, de vivre l'accouchement, c'est hyper fort et tu sens que c'est quelque chose d'incroyable quand même. Tu sens que c'est quelque chose d'assez fou, que tu peux être au bord de moments très compliqués. Tu comprends qu'il y ait beaucoup de femmes et d'enfants qui soient morts en pleine phase d'accouchement parce que tu te rends compte que c'est quelque chose d'assez fou, d'assez incroyable. Et en même temps, justement, c'est incroyable de voir quelqu'un, de voir cet enfant naître, cet enfant que vous avez conçu, que tu attends depuis 9 mois. Et là, vraiment, maintenant, c'est concret. Ça existe, tu y es, tu le vois, etc. Et émotionnellement, c'est très fort. Et ce qui a été difficile, c'est que les jeux, et avoir une course au jeu, émotionnellement, c'est déjà très fort. En gros, quand on se prépare les athlètes, à une compétition, un événement majeur et le point culminant de notre saison, on est sur une ligne de crête un peu et soit tu bascules dans l'entraînement, tu es presque à du surentraînement, soit tu bascules dans une phase où finalement le moment le plus haut il sera dépassé et du coup tu es de moins en moins bien. Tu es vraiment au bord de ça, quoi, du moment bien, du moment pas bien, etc. Ouais, tu flirtes toujours avec tu flirtes la avec limite. je m'entraîne plus, pas plus, etc. Et émotionnellement, tu es au bord. Tu peux très vite tomber malade parce que tu es assez finalement fragile. Et on fait vachement attention sur ces périodes-là. Et du coup, émotionnellement, tu es faible, en tout cas, tu es touché par un peu à fleur de peau et tu peux être sensible à plein de choses. Du coup, l'accouchement, c'est un moment super fort au niveau émotionnel. Et après, vivre les jeux, c'est super fort émotionnellement Clair, aussi. tu prends 2 claques. À Paris, Ouais. au milieu de des tonnes de personnes, de milliers de personnes qui sont venues voir la marche au jeu. Et c'est difficile à gérer. Et te dire, ok, je lâche pas toutes mes émotions pour l'accouchement. Il faut que... faut que je respire, il faut que je refasse redescendre tout ça, il faut que je contrôle un peu tout ça. Ça, t'as réussi à y Aller au penser jeu. Ouais, pendant j'étais que là-dedans, ta femme ouais. accouchait, t'étais vraiment dans le truc de allez, faut pas que j'en lâche trop, faut que je. Ok. Dans l'accouchement, non, parce que tu es à fond dans le truc, etc. Et une fois que l'accouchement est fait, tu te dis, bon, ok, maintenant on redescend, on reprend le contrôle sur tout ça. C'est tellement dur on de lâche pas toutes switcher, les émotions. Et ouais, ça, faut switcher. Et même dans l'échauffement avant la course, à la chambre d'appel, tout ça, tous ces moments où au final, t'as pas oublié quand même qu'il y a 2 heures, tu étais dans la salle d'accouchement. Et donc, faut gérer toutes ces émotions-là et pas se laisser envahir par ces émotions parce qu'il va falloir se laisser envahir petit à petit dans la course pour pouvoir tout donner. Et donc, garder cette force émotionnelle pour la mettre dans la course. Et ça, c'est vrai que c'était super difficile. C'était le plus compliqué et un peu le plus frustrant. Et juste résume-nous un petit peu, Aurélien, là, pour les téléspectateurs. On a un peu tous suivi cette histoire folle, mais comment ça se passe exactement? Toi, t'as un coup de fil, tu sais que. Non. Vas-y, explique. Non. En fait, l'objectif, c'était d'accoucher avant les Jeux. Parce que la date était prévue quand? Le terme, c'était quand? Ouais, c'était prévu entre le 24 juillet et le 4 août, grosso modo. D'accord, ok. Sur cette dizaine de jours. Avant pile poil, toi, c'était le 1er août. Hein. Ouais. Donc, et avec au milieu, le 30, 31, 1er août, où il y avait des grosses chances. On part à Font-Romeu 6 semaines avant les Jeux, donc début mi-juin, on part à Font-Romeu. Donc Font-Romeu, une dizaine d'heures de voiture, etc. Ça n'a rien déclenché du tout. On envoie tout notre dossier, tout le dossier médical à la maternité à côté de Font-Romeu.
Et là-bas, font remue, kiné, ostéo, acupuncture, Ouais. plantes vertes, remèdes de tout pour, grand-mère, tout pousser un peu le truc, quoi. pour pousser le truc en disant il faut vraiment que ça couche ici, etc. Retour, 10 heures de voiture de nouveau. On arrive, rendez-vous du coup juste après avec les sages-femmes à l'hôpital, à la maternité. Et finalement, la maternité nous dit c'est pas prêt d'arriver. En tout cas, tout ce que vous avez fait n'a servi à rien. Super. Et pour l'instant, il n'y a aucun signe qui montre que ça va arriver. Donc là, tu te dis, ah ouais, c'est chaud, parce que là, à 10 jours Et oui. de la date butoir, c'est toujours pas en route, quoi, finalement. Donc ça va vraiment être chaud. T'as un coup de flip à ce moment-là, tu te dis vraiment, oh Ouais, là, on a un si coup ça de arrive flip. pendant les jeux. Ouais, je commence à avoir un coup de flip. Je dis, bon. Et au schéma inverse, on se dit, bon, je dis à Cassandra, ok, c'est simple, on était dans une optique, on va changer totalement l'optique. Après les jeux, non? Ouais, je dis là, il reste 5-6 jours avant les Jeux. C'est non recommandé de faire un déclenchement, de forcer la chose. Ça ne nous avait pas été recommandé. Et je dis, bon, c'est simple, canapé, service de livraison, la télécommande sur la table basse et téloche, canapé. Allô, je voudrais une pizza, un chinois, tout ce que tu veux. Tranquille. Et tu bouges pas. Et laisse tomber le ménage, on fera quand on rentrera. Là, juste reste couché sur le canapé. Et l'objectif, c'était de se dire, bon, tu viens à la course. Et après la course, c'est open bar. Voilà, Quoi. dans le meilleur des mondes. On quoi. y va. Ouais. Ouais, un peu dans le meilleur des mondes. Exact. Et finalement, et parce que Cassandra voulait absolument Oui, être là venir. quoi, pour les Jeux. C'est quelque chose d'unique à Paris, etc. Donc c'était vraiment, on avait vraiment cette volonté-là. Et donc la veille de la course, bon, dans la journée, déjà j'ai de mauvais pressentiments. Ok. Parce qu'il y a un appel, un truc ou juste tu le Non, sens moi je sens que ça pue la merde. et ouais, je sais pas, au téléphone elle fait tout le temps semblant, non, tout va bien et tout, tranquille, à demain matin, machin, nan. Et ouais, moi, mauvais pressentiment toute la journée et tout. Et j'ai ça qui me trotte dans la tête. Et je prépare mes affaires à midi, tu vois, donc la veille de la course. À midi, mes affaires, elles étaient toutes prêtes. Mon sac de compète, il était prêt et tout. Chose qui n'arrive jamais avec moi. T'es plutôt un gars ouais, qui, je suis plutôt à dernier minuit, moment. minuit, 1h du mat, en train de dire ouais, quelqu'un a des épingles, putain, Ouais. il me manque de l'eau, qui c'est qu'a de l'eau. Les épingles, je comprends. Ouais. Pour Ouais, le fameux c'est- dossard, là, ça, c'est toujours une galère. Ah, tu vois, c'est plutôt ça, ce délire, ouais. de dire ah ouais, putain, j'ai oublié ça et tout, mais à minuit, tu vois. Et donc c'est plutôt l'ambiance normalement, et là, l'ambiance était totalement différente. Et donc voilà, la journée, on s'envoie des messages, on s'appelle, etc. Et je fais un dernier truc avant d'aller me coucher, enfin, avant de dire que je vais me coucher, je vais chez le kiné. Donc je l'appelle avant d'aller chez le kiné, et je dis ouais, je l'appelle et tout, je dis ouais, ça va, machin, nan. On discute vite fait, je dis bah vas-y, je te rappelle après le kiné. Parce que moi j'ai des doutes. Ouais. Et non, tout va bien, tout, ça va, c'est cool, j'ai commandé le taxi, demain, nanana. Je dis ok. Je la rappelle après le kiné, donc je fais ma séance de kiné, j'aime bien faire ça avant la veille de course. Je sors du kiné vers 21h, je la rappelle. Et là, je tombe en plein moment de contraction. Et elle en pleure et tout. Et je dis, ouais, Cass, qu'est-ce qu'il y a et tout. Et elle me dit, non, ça va. Tu sais, en pleurant Ouais. et tout. Donc là, tu le sais, toi. Moi, tout de moi, je suite, sais, non, moi, je oui, comprends. c'est- Elle refuse de comprendre. Elle me dit, non, ça va. Je vais prendre une douche, ça va aller, vas-y, on se rappelle après et tout. Je dis, putain, mais t'as craqué ou quoi? T'es complètement folle, t'étais inconsciente ou quoi? Elle me dit, non, ça va, à demain matin, on se voit sur la ligne. Mais t'en et as tout. reparlé avec elle, c'est parce qu'elle voulait absolument Ouais, elle voulait venir et elle absolument, s'était ouais. vraiment dit, Ouais. ok. Et je dis, mais t'étais complètement folle. Je dis, là, vas-y, on va à la maternité. Elle me dit, non, on va pas à la maternité, on ira après la course, tout va bien, t'inquiète. La meuf, elle était en contraction, en pleurs et tout. Je dis, mais ça va, tu te débloques et tout. Et je dis, moi, je vais à la maternité.
Et toi, tu fais comme tu veux. Mieux que toi, tu y sois. Mais moi, je vais à la maternité. Si moi, je vais à la maternité, je peux pas me pointer tout seul. Oui, c'est un peu- Je suis enceinte. Ah, peut-être arrivé, je sais pas, on verra. Arrivé, etc. Je dis, moi, je vais à la maternité. Et tout. Donc, moi, j'appelle la fédé. Je dis, ouais, elle est enceinte. Il faut que elle va accoucher. Ouais. Tout le monde savait qu'elle était enceinte. Et je dis, ouais, elle va accoucher et tout. Ils me disent, bah, vas-y, on te soutient, on va t'emmener. Donc, moi, je vais à la maternité. Et avant de monter dans la voiture avec l'équipe de France, enfin, avec les encadrants de l'équipe de France d'athlée, je la rappelle, je dis, moi, je pars là. Dans 20 minutes, je suis à la maternité. Va chercher tes affaires. Tu récupères ta valise là qui est prête et on se rejoint à la maternité. Et au bout d'un moment, finalement, elle m'a dit OK. Et on Après arrive en même négociation. temps. Ouais, alors qu'on habite à 10 minutes de la maternité, on arrive en même temps à la maternité. Je dis, putain, vraiment, j'ai une femme de caractère, relou. Fan de marche athlétique, Ah, vraiment ouais. ultra fan là. Oh là là. Et donc on y va, et on se rejoint, et puis après il y a plein de choses qui se passent. Elle voulait avoir une chambre, une salle, comment dire, un peu, merde, comment on appelle ça, une salle physio, en tout cas, Ouais. une salle où tu peux prendre un bain, accoucher dans le bain, avoir des ballon. ballons, des Ouais, machins, ok. etc. Voilà, une salle un peu plus détendue et moins médicale quoi. Et donc elle arrive à avoir cette salle-là, tout est assez positif. Au départ, elle était dans l'ambiance, pas de péridurale, rien, je vais accoucher naturel. Et rapidement, au bout de quelques contractions à l'hôpital, non, je veux la péridurale, j'en peux plus et tout. Et moi, comme je suis un salaud, ce truc haut niveau et tout, je dis non, t'inquiète, tu vas y arriver, tu vas aller au bout de ton effort, au bout de ton objectif. Regarde les phrases qu'il y a marquées et tout. Tu sais, il y a des phrases toujours. Ah, t'as répondu quoi à ça quand tu lui dis ça? Je dis Aurélien, je veux la péridurale et tout. Je dis non, mais attends, on va aller dans le bain, tu vas voir le bain et tout, ça va aller mieux. Et c'est le bain, ça a plutôt fonctionné. Ouais. Et en fait, la petite, elle avait du mal à tenir le choc de l'accouchement. Enfin, ça se voyait au monitoring, apparemment. Et dans le bain, la fille elle nous dit bon là c'est chaud, que vous le vouliez ou non, on va y avoir la péridurale, on va en chambre de péridurale, on va en salle de péridurale. Et on va dans cette salle et la femme qui devait faire la péridurale, elle nous dit ouais moi j'ai d'autres personnes en attente, donc je suis là dans une demi-heure, je vous la fais dans une demi-heure. Et dans ce laps de temps, on est un peu laissé seul, voilà, pour que le temps passe, puisqu'il n'y a pas tout le temps quelqu'un avec toi. Et Vous parlez un peu là, à ce moment-là, parce que on est tu tout réalises ensemble. que dans quelques heures, tu vas oui, être papa oui. et Ouais, maman. Au début, on disait, bon, allez, objectif, il faut qu'avant 7h du mat, t'es accouché, tac, tac. Les journées hyper timées, Ouais, hyper... ouais, ça, toujours objectif. Toujours, nous, dans nos têtes, là, Cassandra et moi, là, ouais, tac, tac, on fait ça comme ça, c'est nous qui décidons, ça va bien se passer, machin. Et cette fois-ci, on avait raison. La sage-femme, elle nous dit, de toute façon, je pense que ça va être speed, ça va être rapide, vous allez voir, etc. Parce qu'elle avait déjà perdu les os dans l'après-midi, ouais. Elle avait déjà eu plein de contractions. Tu vois, je chantais quelque chose pas pour rien, tu vois. J'avais compris que... Et déjà, la veille, après, plus tard, elle m'a dit, ouais, déjà la veille, ça a commencé à être tendu, etc. Donc bon, je pense que ça faisait un moment, donc on était vraiment sur la fin et pas sur le début. Et en salle de péridurale, je vois un peu et je lui dis bon moi je suis pas spécialiste, tu vois, j'ai pas fait médecine, mais là vu à quoi ça ressemble, ça va arriver rapidement. Je pense que là on est plutôt dans la phase ça va arriver très très vite. Et la sage-femme revient, passe nous voir, elle nous dit mais là on voit la tête non? Et du coup bon elle touche, elle dit ouais on voit la tête machin nan. Donc petit à petit ça s'est déclenché. Ça a été très tendu parce que il y a eu du mal à ce que le bébé sorte totalement. Du coup, le bébé s'essoufflait, la maman s'essoufflait aussi. Donc, tu vois, c'est ce moment-là où tu te dis, ah ouais, c'est chaud, hein, c'est pas rien. Quoi, oui, c'est clair. À coucher. C'est pas juste, j'écarte les jambes, ça sort, c'est fini. Quoi. Tu te dis, ah ouais, c'est chaud vraiment. Et en fait, tu te rends compte que c'est très chaud quand, au début, il y a une personne dans la salle, 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. Ils appellent un 5e médecin. Et là, tu te dis, c'est... Tu flippes, toi, à ce moment-là? Ouais, moi, je flippe un peu. Je dis, ouais, c'est chaud, là. Ça commence à être très, très chaud. Finalement, tout va bien et tout finit super bien. Elle n'a aucun point de suture. Le bébé est sorti, le bébé va très bien, la maman va super bien. Aucune séquelle, rien, etc. Enfin, aucune séquelle grave, quoi. Aucun truc assez grave.
Et tout va bien. Et finalement, tout va bien et tout s'est super bien passé. Et ouais, c'est assez incroyable. Et la très belle image, regarde, Ouais. avec le Ouais, petit juste, bébé. ouais. Ça, c'était le lendemain Et- de la course. D'accord. Ça, c'est le lendemain de la course quand, après la course, je rentre. Et ça, c'était juste avant de. Ça, elle est incroyable. Ouais. Cette image, elle est complètement Elle est dingue. ouf, Avec hein. ton maillot En train et de ton mettre dossard mon dossard, à la chercher maternité. mes épingles juste avant que le taxi arrive. Ouais, c'est ouf. C'est dingue. Alors, je vais te poser une question. Je suppose que la réponse va être difficile à donner parce que c'est indescriptible. Mais qu'est-ce que tu ressens au moment où tu prends ta petite fille dans les bras pour la première fois, Charlie? Qu'est-ce que, ouais, Ah ouais, je flippe de ouf. Oh, tu te dis, mais comment je la. ah ouais, ça, comment ça se tient, ça? Ouais. Et tu dis la marche athlétique, finalement, c'est facile. Ouais, Quoi. c'est facile. Ouais. Putain, merde, attends, si je mets ma main là, est-ce que je vais lui casser un os? Ça va tenir, etc. Ah ouais, non, flippant. Franchement, flippant. Tu te dis, t'es pas prêt à ça, quoi. C'est pas, ouais, c'est pas un truc inné. En tout cas, c'était pas inné chez moi. Et je crois le pire moment, c'est quand la sage-femme elle dit à l'homme, bon, je vous la laisse, vous la prenez dans vos bras et puis voilà, vous faites du pot à pot et je reviens tout à l'heure. Et vous m'appelez. En fait, le pire des phrases, c'est vous m'appelez Ouais. quand c'est bon, quand ça y est. Mais dans la chambre, il n'y a pas de notice. Il n'y a pas de moins de 10 minutes avec ta fille. Oui, tu t'en T'es sais un rien. mauvais Quoi. T'es un père. peu, ouais. Entre 10 et 20, t'es un moyen père. Le compétiteur, il s'est dit, moi, je vais Plus de rester 20 2 minutes, heures. plus de 20 minutes, t'es un bon père. Ouais. Tu dis, non, ok, moi je fais quoi avec cet enfant? Parce que moi je suis pas à l'aise. Et à quel moment vous allez tous me juger là dans votre salle derrière? Ouah, il a pris son enfant 3 minutes 30, mais quel mauvais Il pense père. plus au jeu qu'à son quel enfant. ingrat et tout. Ouais. Et tu vois, je dis, bon, à quel moment je passe pour le bon, le mauvais père? C'est quoi la moyenne, quoi? Il faut m'aiguiller. Ouais. Parce que moi, je veux bien l'avoir, mais je sais pas quoi en faire. J'ai rien, je comprends rien, je sais pas, Ouais. je suis pas à l'aise. Et ça, c'est le pire moment. Tu sais, tu dis, waouh. m'étonnes. Et même, tu sais, je dis à Cassandra, je dis, c'est chaud. C'est quoi? Où est-ce que, comment je me situe? Genre, à quel moment, genre, je l'appelle et elle se dit, waouh, le mec, il est en détresse, miskin, il sait rien faire et tout. À quel moment tu, non, c'est bon, là, 20 minutes. Ah, là, il va être gère. top. Là, il va être top. Et lui, il est à l'aise. Ah, franchement, lui, il est. Tu sais. Et du coup, à ce moment-là, pourtant, t'as la course dans quelques heures quand même, les Jeux Ah, Olympiques. ouais. T'es complètement détaché, là. Tu penses pas Ouais, du tout ouais, à la ouais. course d'après. Non, là. ouais, Ouais. grave. Enfin, je pense à ma course d'après. Ouais. Tu te dis, ok, là il est 2-3 heures du matin. En fait, ça passe vite, tu sais, tous ces moments. À quelle heure tu devais être sur la ligne ou en tout cas à l'échauffement Alors, à 4 heures, 4 heures, on devait être vers l'échauffement. Oh, aïe, aïe. Ouais. T'as dormi 4-5 heures. T'as pas dormi. J'ai en pas fait. dormi, ouais. Oui. Ouais. J'ai une petite montre là qui m'a été prêtée par la fondation qui me soutient, qui s'appelle la Fondation Respect. Et enfin, c'est pas une montre, c'est une bague. Et cette bague, elle prend mes données, etc. D'accord. Et en gros, Je savais même pas que ça se faisait, ça prend ouais, c'est toutes une tes bague données. qui Ok. prend des données sur plein de choses. Et en gros, ça prend aussi mon sommeil. Et il y a marqué à peine une vingtaine de minutes de temps de repos, quoi. Et comment tu réagis, toi, Aurélien? Parce que, alors, évidemment, c'est quelque chose de fabuleux, tu deviens papa, mais tu te dis, bon, les Jeux, la course, ça va être un calvaire, ça va être hyper dur, je pourrais rien faire, quoi. Enfin, Ouais. la médaille ou quoi, tu l'oublies totalement et il n'y a plus d'objectif comme ça, si à ce moment-là. Ouais, globalement. En fait, tu te dis, ouais, c'est même plus des choses auxquelles je pense. Oui. Je pense à faire ma course et je pense à essayer de sortir du moment de l'accouchement pour pouvoir être mon moment dans la course, à me concentrer Mais là-dessus. c'est impossible, ça, non? T'as réussi à le faire pendant la course? Ouais, non, c'est compliqué. Ouais. En fait, c'est compliqué même à l'échauffement, en fait. Une fois que tu es dans la course, tu es un peu dans la course, etc. Tu te rends bien compte que tu es dans la course. Mais c'est plutôt à l'échauffement, te dire, putain, comment je fais pour être dans mon échauffement, pas penser à autre chose, etc. Et après, la course, ça a été un calvaire. En fait, la traîtrise, c'est qu'avant la course, tout le monde te dit, ah, mais Aurélien, mais tu vas être incroyable. Oui, tu vas ça va voir. te donner de la Mais force ça de va te dingue. donner des ailes. Sur un nuage. Tu vas pas comprendre comment t'es fort et tout, machin. Je dis, bon. Ouais, on le voit là. Hein, Moi, je l'attends ce moment, tu vois. Je le cherche, le moment où t'es invincible. Ouais, tu m'étonnes. Et je l'ai archi pas eu. J'étais KO, c'était super dur. C'est la course la plus dure de ta vie, physiquement? Ouais. En fait, dans une course, d'habitude, tu as des moments où tu es bien, tu as des moments euphorisants, tu as des moments où tu doutes, passes un où peu tu es moins partout bien, les etc. émotions, Ouais. C'est un peu la force des sports d'endurance, quoi. Tu vis plein de choses, des moments agréables. Et là, franchement, ça a été un calvaire du début jusqu'à la fin. Franchement, j'ai kiffé une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée.
Là, j'étais bien, tu vois, c'était Ouais. fini, c'était bon et tout. Mais ça a été super dur. Et tu vois, l'Ukrainien qui est juste derrière moi, là, qu'on voit au départ de la course, il vient, il me voit, et je baille, je ferme les yeux, je suis fatigué. Et il me met un petit coup de coude, il me dit Aurélien, gros, réveille-toi, c'est pas l'heure de dormir et tout. Eh gros, attends, c'est bon. Autre chose, là, je suis pas très en forme. Tu m'étonnes. Et t'as un Canadien, Dunphy, qui vient me voir et qui me dit bon, Aurélien, en gros, c'est un peu foutu la course, mais kiffe. T'es à Paris, c'est un moment incroyable, c'est unique, ça va être unique pour toi et tout. Même si c'est dur, essaye de kiffer le plus possible, machin. Il y a une solidarité entre nous. Ouais. Il n'y a pas ce truc un peu de sprinter où il y a une solidarité, on C'est un s'entend peu bien, ambiance on s'entraîne. décathlon, non? Un peu famille. un Ouais, c'est peu, ça, ouais. Dans ces disciplines-là, de décathlon, marche, de sport d'endurance, Ouais. lancer, etc. C'était des moments famille, quoi. On s'entraîne ensemble, je vais m'entraîner avec mes concurrents toute l'année, etc. Donc ouais, tu as des moments, tu vois, tout le monde est au courant que ma femme était enceinte, que j'attendais une petite. Il y en a qui me proposaient des prénoms et tout. Ça, c'est une autre ambiance. Ouais. Et puis bah, le résultat, il est quand même. Alors, même Canon. si tu avec un calvaire, Ah ouais. franchement, un 9e, C'est canon. tu bats ton record en plus d'une seconde, Ouais. 19,56. Ouais, non, c'était canon. C'est C'était assez fou. incroyable. Après, j'étais très, très préparé. Ouais. J'étais vraiment très, très préparé. J'avais fait 6 semaines à fond romeu. 6 semaines, j'avais passé des sacrées séances. J'avais fait des trucs que j'avais jamais fait. Je me suis donné et tout. Franchement, c'était mon meilleur stage, le plus dur et le meilleur stage que j'ai fait. Tu te situes où, Aurélien, si, imaginons, hein, dans un monde parallèle où voilà, ta préparation est parfaite, il n'y a pas la naissance de ta fille, tu te pointes sur la ligne de départ en pleine possession de tes moyens, en forme, reposé. Tu penses que tu aurais pu Je pense viser que je quoi? finis dans les 5 premiers. Ouais. Je pense que je finis dans les 5 premiers. Difficile de te dire je fais une médaille ou pas. Mais je crois que parce que la médaille, elle a 20 secondes de moi quand même. La troisième place, elle a 20 secondes devant moi seulement. C'est 20 secondes sur une épreuve d'1h20, c'est très peu. C'est la capacité à accélérer fort sur la fin. Et donc, ouais, non, je pense dans les 5 premiers et proche d'une médaille, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, ça reste un résultat assez incroyable, ce que tu as fait un très bon chrono. Tu as eu des réactions, des messages de la part d'autres athlètes, tu vois, Ouais. qui t'ont félicité Bah déjà, comme je te disais, avant la course, ouais. Après la course, ouais, évidemment, tout le monde a félicité. Tu avais des entraîneurs d'autres pays, etc. Tu vois, ah, ça y est, elle est née et tout, machin. Comme je te disais, on se voit, on s'entraîne ensemble, donc on partage des choses. Quand on est à Font-Romeu, je ne suis pas le seul à être à Font-Romeu, donc on partage avec d'autres pays, avec plein d'autres pays. Et donc ouais, non, c'est des moments forts. Ce qui était marrant, tu vois, une anecdote marrante pendant mon effort, comme je galérais de ouf, je morflais de ouf, je me disais, bon, en gros, mon effort, c'est 1h20. C'est bon, 1h20, Cassandra, elle en était là avec le bébé. etc., Énorme, ok, ouais. machin. Je disais, bon, ok, 1h20, ça va, c'est pas. Quand même, elle l'a fait, tu vois. C'était chaud. Moi, c'est quand même plus facile. C'est pas mal ça comme c'est pas pareil et technique de tout. motivation. Je dis, bon, il reste, je sais pas, il reste 40 minutes. Moi, j'ai fait la moitié de mon effort, 40 minutes. En gros, c'est le moment où il y avait 5 personnes dans la chambre, et que c'était chaud, etc. Et tu vois, en fait, je découpais le truc comme ça, quoi. Ouais. Je me disais, ok, là, c'était quand c'était la toute fin et qu'on lui disait, allez, dernière poussée, ça passe les épaules, machin. Non, bah, tu vois, j'ai vraiment synchronisé ma course comme ça, en découpant ma course comme ça, quoi. C'est marrant parce que tu vois, tu disais tout à l'heure que voilà, tu arrives sur la ligne, tu essayes aussi de plus trop penser à voilà, ta fille, l'accouchement, etc. Mais en fait, tu t'es servi de ça limite Ouais. pour Ouais, performer. pour performer, ouais. En fait, c'est émotionnellement. Ouais. C'est-à-dire ne pas partir dans, je sais pas, dans les pleurs, dans le truc. Oui. Tu es super heureux, tu débordes. Bah, ça, faut le garder. Parce que je peux pas tout lâcher émotionnellement d'un coup. Avant la course, sinon j'aurais plus cette énergie-là. Par contre, me rappeler et me servir de l'énergie de l'accouchement et de ce que je viens de vivre, ouais, pour performer, ouais. Je te pose une dernière question, Aurélien. Ta fille Charlie, alors, bon, elle est encore toute petite, mais elle va grandir petit à petit. Elle va comprendre aussi ce qui s'est passé ce jour-là. Elle va peut-être te poser la question. Papa, explique-moi, les jeux, c'était comment? Tu lui diras quoi? Tu lui répondras quoi? Moi, je dirais, les jeux, c'était incroyable. Ouais. Non, c'était incroyable. C'est un moment incroyable. C'est un moment super fort. Et ouais,
Et puis, tu vois, pour moi, je sais pas, donner la vie, tu vois, c'est... Bébé JO, quoi. Ouais. Bah, ça, c'est deux choses hyper fortes. Comme tu disais, finalement, les Jeux, c'est une fois tous les 4 ans, c'est exceptionnel, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Et donc, réussir 2 exceptions, et puis les réussir, tu vois. La naissance s'est super bien passée, enfin, l'accouchement s'est super bien passé, c'était à Paris. C'était un cadre magnifique. En gros, tout était réuni. Finalement, ça aurait très bien pu tout être un échec. Et tout a été réuni pour que tout soit réussi. Et on a réussi ce truc incroyable. Moi, j'ai réussi sportivement. Je suis super fier. De la même manière que te dire que dernier, c'est incroyable. Même d'être dernier au jeu, c'est incroyable. Être finaliste, 9e des Jeux, c'est incroyable. C'est incroyable. Surtout que ce n'est pas forcément ma distance de prédilection. Donc, c'est quelque chose où on aurait pu me mettre en doute. Finalement, c'est plutôt une réussite. Et cet accouchement a été une réussite. Et donner naissance à cet enfant, ça a été une réussite, ça a été incroyable. Et finalement, tu sais, te dire, putain, on a donné la vie. C'est fou. Et puis... Rien que, tu vois, faire des enfants, s'engager dans quelque chose, mais que cette chose devienne concrète et réaliste, je trouve que c'est incroyable. Donner la vie, je trouve que, tu vois, enfin, les femmes qui font ça, je trouve que c'est incroyable. Et ouais, c'est 2 moments super forts, uniques. Je pense que les parents se souviennent de chacune des naissances de leur enfant. Et là, tu as la naissance plus le moment fort des Jeux. C'est lié. C'est lié parce que toute la préparation, on a pensé à ça, etc. Et ouais, tout est lié et tout a été réussi. Et c'était un moment magique et super fort. Et puis, tu vois, quelque part, c'est symboliser aussi notre relation à moi et à Cassandra. Ensemble, on a créé quelque chose et créé quelque chose d'unique et d'irremplaçable. Tu vois, là, c'est sûr. Tu peux construire des choses, les casser. Maintenant, là, à 2, on a donné vie à cet enfant et ça symbolise notre relation. Et que cette relation s'arrête, tu vois, peu importe finalement où va la relation, on a créé quelque chose ensemble. C'est vrai que c'est fou. Et puis moi, je me dis surtout qu'on a reçu beaucoup d'athlètes ici médaillés aux Jeux. Ils nous ramènent les médailles. Les médailles, voilà, ça va se détériorer avec le temps. Toi, ta médaille, elle va grandir, elle va être de plus en plus belle. C'est fantastique. C'est la plus belle des médailles. Ouais. C'est ça. Et puis, ça rentre un peu dans la logique que j'ai depuis pas mal d'années, depuis très longtemps. C'est de se dire, en gros, des champions olympiques, bon, il y en a tous les 4 ans. Des champions du monde, il y en a encore plus. Et un champion olympique, tu vois, bon, Christophe Lemaitre, c'est une icône. Dans 20 ans, ça sera peut-être plus trop une icône. Et c'est déjà moins une icône qu'il y a 8 ans quand il avait été médaillé. Et dans 20 ans, encore moins. En gros, ce qui reste, c'est pas ta médaille, comme tu dis, qui va se détériorer, qui va finir dans un tiroir au fond de ta grange, que personne ne se souviendra et que ton arrière-petite-fille ou petit-fils retrouvera comme ça dans une malle, plein de poussière. Là, ce qui est le plus important au final, c'est cette aventure et cet engagement et ce que ça t'apporte au final, ce que ça te fait découvrir, ce que ça t'ouvre au monde et comment ça te fait grandir et les leçons de vie que tu apprends et les valeurs que ça te donne, quoi. Faire du haut niveau, c'est quelque chose. Faire du sport et faire du haut niveau encore plus, c'est quelque chose de ouf. Parce que tu as beaucoup d'échecs, très peu de réussites et ça te donne énormément de leçons et de valeurs. Tout dit. T'as tout dit, Aurélien. Franchement, je te dis la vérité, je pourrais rester des heures et des heures et des heures à t'écouter parler, à discuter avec toi de plein de sujets. On va devoir conclure cette émission, mais j'ai adoré discuter avec toi, vraiment. Merci. C'était très inspirant et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite, Aurélien, ainsi qu'à toute ta famille, ta petite fille et puis ta conjointe. Merci beaucoup, Aurélien. Merci à toute l'équipe en régie. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un prochain Sport Stream. À la semaine prochaine. Salut tout le monde. Bye bye.